Louis Duclos, bonjour. Vous êtes analyste géopolitique. Alors, l'OTAN sans les États-Unis, est-ce que c'est une crise existentielle? Oui, totalement. C'est totalement une crise existentielle. Je pense que c'est possiblement la dissolution de l'OTAN. Ça va être une crise sans précédent pour l'Alliance. Je ne sais pas si elle pourrait s'en remettre. Cela dit, je pense que ce serait avant tout une crise sécuritaire pour les pays européens et ce serait une erreur stratégique majeure pour les États-Unis, car une sortie de l'OTAN, ou en tout cas au moins dynamiter l'OTAN, ce serait aller entièrement contre leurs propres intérêts. Alors, il y a trois points très importants. Pourquoi c'est contre leur intérêt? C'est contre leur intérêt parce que, évidemment, l'Europe bénéficie de l'OTAN, on bénéficie de l'aide des États-Unis, qui est quand même la première puissance armée au monde. Mais les États-Unis vont également en fait bénéficier d'une alliance militaire avec des grandes puissances qui sont la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni. Donc ils ont également intérêt à avoir cette puissance militaire de leur côté et une présence militaire directement en Europe. Euh, Pourquoi parler de dissolution sans la présence américaine? Qu'est-ce que représente la part des États-Unis dans cette alliance? Pour, pour faire une métaphore, si l'OTAN était un arbre, le tronc serait les États-Unis. Ce sont eux qui ont créé, ce sont eux qui tiennent souvent un peu à bout de bras, notamment au niveau du budget militaire qui est mis. Ils ont la plus grande part des contributions, donc forcément, c'est vraiment le pilier de l'organisation. Euh, Quelle est la proportion des dépenses américaines en matière de défense et d'armement? C'est absolument titanesque. Ils ont un budget de défense, je crois, cette année qui est de 880 milliards. Pour donner une idée, c'est à peu près la moitié du PIB de la Russie. 880 milliards, la France est autour de 60 milliards. Donc ils ont évidemment une puissance militaire absolument écrasante. Et au niveau des budgets militaires au sein de l'OTAN, ils sont en pole position et ils représentent environ 70% de toute la puissance militaire de l'organisation. Et tous les pays européens réunis ne seraient pas capables d'assurer leur propre défense? C'est compliqué. C'est compliqué parce que l'OTAN donne un cadre, l'OTAN donne un commandement armé où des généraux de différents pays vont venir ensemble se réunir pour organiser une défense commune. Sans le cadre de l'OTAN, il faudrait une Europe de la défense, une autonomie stratégique, et aujourd'hui, on ne l'a pas encore. Aujourd'hui, on ne l'a pas encore. Les dépenses militaires étaient en recul ces dernières décennies. Aujourd'hui, il y a une prise de conscience. Est-ce que cette prise de conscience, elle est suffisante? Ou en tout cas, est-ce qu'aujourd'hui, les pays européens mettent tout en œuvre pour combler leur retard? J'ai envie de dire que c'est très insuffisant pour l'instant. Les budgets militaires ont toujours du mal à dépasser les 2% qui sont requis par l'Alliance. Des pays comme l'Italie ou même encore la France ne sont pas encore à 2%. Alors avec la loi de programmation militaire, la France devrait dépasser les 2%, mais compte tenu de la menace que représente la Russie aujourd'hui, c'est toujours très insuffisant. Suite à la déclaration de Donald Trump, le chancelier allemand Olaf Scholz a d'ailleurs dit qu'il fallait rentrer dans une économie de guerre, qu'il fallait réinvestir dans la défense, et évidemment qu'il faut le faire, mais cette annonce arrive déjà trop tard. Ça fait déjà 2 ans que la guerre en Ukraine a commencé, ça fait 2 ans que la Russie est la première menace pour l'Europe. Donc il faut faire beaucoup plus vite. Mais alors, la Russie, qui est en guerre contre l'Ukraine depuis 2 ans, n'a pas épuisé ses ressources. Et la Russie pourrait attaquer un autre pays en dépit des efforts déployés en Ukraine. À l'heure actuelle, je ne pense pas que la Russie soit capable de tenir un autre front, parce que l'Ukraine, mine de rien, prend toutes leurs ressources militaires, mais également économiques, et ça plonge d'ailleurs la société russe dans une crise. Mais ce qu'il faut voir, c'est une fois la guerre en Ukraine, comment ça va se passer. Les analystes se rendent compte que la Russie est capable de reconstituer ses forces plus rapidement que prévu. Et là où on pensait que ça prendrait peut-être entre 10 et 20 ans pour reconstituer une armée, reformer des officiers, reconstruire des nouveaux chars, et bien en fait, ils pourraient le faire entre 3 et 5 ans. Donc la menace serait beaucoup plus proche que ce qu'on pense. Et est-ce qu'ils attaqueraient des pays de l'OTAN? Quel pays la Russie pourrait attaquer, par exemple? Les pays baltes. Les pays baltes, c'est vraiment la cible de la Russie. On le sait parce qu'ils ont sorti plusieurs fois des cartes ex un peu soviétiques où on voit que les pays baltes sont intégrés à la Fédération de Russie. Mais il y a aussi d'autres scénarios. On peut penser par exemple à la Roumanie, on peut penser à la Moldavie.
Et on peut même penser, certains parlent même du nord de la Finlande, vous voyez. Est-ce que la Russie est consciente des failles dans la sécurité européenne ou en tout cas dans la défense européenne? Oui, entièrement. Il y a eu des rapports du SVR et le renseignement extérieur russe récemment qui justement pointent les faiblesses dans l'appareil de production militaire européen et qui comptent justement, les conclusions du rapport étaient de directement profiter de ces faiblesses pour agir et nuire au maximum. Mais alors, est-ce que ces faiblesses sont corroborées véritablement? Est-ce que ce rapport dit juste? Est-ce que ce rapport voit bien où sont les faiblesses? Je pense que oui. Je pense que oui, parce que la faiblesse, on la voit depuis déjà 2 ans, c'est que les États-Unis vont donner des munitions, vont faire des paquets de munitions à l'Ukraine. L'Europe est toujours très à la traîne. C'est-à-dire qu'on a quand même multiplié notre production d'obus, des choses comme ça, mais juste l'Union européenne n'est pas capable de fournir l'Ukraine dans ce qu'elle utilise. On parle beaucoup du parapluie atomique offert par les États-Unis. Pourquoi est-ce que la France, qui détient aussi l'arme atomique, ne peut pas protéger les autres pays européens? Pourquoi est-ce que la France ne peut pas déployer son parapluie atomique également? Je pense que l'idée d'une arme nucléaire européenne est une fausse bonne idée, parce qu'on pourrait se dire que justement ça va étendre la dissuasion, ça va sécuriser, mais la réalité c'est que déjà la France n'a pas forcément les mêmes intérêts que d'autres pays. Avons-nous les mêmes intérêts que la Bulgarie, que la Lettonie, des pays comme ça, qui sont menacés par la Russie? Et ce qu'il faut voir, c'est que si on met une dissuasion nucléaire européenne sous commandement français, du coup, sous protection française, si demain il y a une incursion russe en Lituanie, par exemple, est-ce que du coup, on part en guerre nucléaire contre la Russie? Ça voudrait dire qu'automatiquement, on part en guerre nucléaire. Et dans ce cas-là, je pense qu'il y a un risque majeur de dérapage. Cette phrase de Donald Trump, cet isolationnisme américain, est-ce que ça va avoir pour effet de fragiliser les Européens ou au contraire de renforcer leur coopération? C'est un peu... Oui, quelle pourrait être la conséquence? Je pense que c'est un peu qui tout double. La déclaration d'Olaf Scholz pointe justement vers un réveil, vers une vraie claque pour les Européens qui se rendent compte que, ah oui, à tout moment, finalement, les Américains ils peuvent se lasser, ils peuvent se retirer, et s'ils se retirent, qu'est-ce qu'on fait? Donc, il faut se réveiller. Je pense que là, la phrase de Donald Trump, même s'il n'est pas encore élu, mine de rien, elle a quand même fait bouger, elle a marqué les esprits. Et je pense qu'on commence à aller un peu dans la bonne direction, mais encore une fois, il faut aller plus vite, plus fort. Merci beaucoup, Louis Duclos, d'avoir été l'invité du 7 jours sur la planète. Merci.